Donc nous avons aujourd'hui avec nous Alexis qui va nous présenter sa chronique concernant ce thème, Eva qui va nous présenter les titres de l'actualité, Laetitia une revue de presse et Roman pour la musique. Donc je vais tout d'abord passer la parole à Eva. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les titres de l'actualité, une photo du petit Grégory a été liée au conflit israélo-palestinien. Les membres d'un groupe Facebook pro-israélien se sont fait passer pour un compte de soutien aux Palestiniens pour tenter de décrédibiliser leur adversaire. Une trêve avait été signée entre Israël et le Hamas après 11 jours de conflit. Outre le nombre de victimes, ces affrontements ont été marqués par des intox photographiques des deux côtés très importantes. Malgré la trêve, ces fausses informations continuent. Tous parlent d'une photo détournée. Il s'agit d'un faux compte monté par des pro-israéliens. Certains enquêteurs du web vont remonter la chaîne du tweet jusqu'à son origine. Celui-ci accuse le Tsahal d'avoir tué un enfant. L'enfant sur la photo, Grégory Villemin. Ce sont donc des internautes pro-israéliens qui ont monté une news volontairement absurde attribuée au camp adverse afin de les ridiculiser. Ces désintox font partie des tactiques militaires et le conflit israélo-palestinien est particulièrement sensible auprès des opinions publiques. D'ailleurs, ces faux messages ne sont pas adressés aux populations locales mais à l'étranger. Un épisode éphémère qui nous interpelle après cette photo qu'on connaît par cœur, celle de Grégory Villemin. Jeux olympiques 2021. Un judoka algérien préfère renoncer qu'affronter un Israélien. Le judoka algérien Fétis Nourine a déclaré forfait avant son match du premier tour du tournoi olympique. La raison, le risque de combattre l'Israélien Torah Boudboul au deuxième tour en cas de victoire. L'Algérien de 30 ans n'en est pas à son premier forfait pour cette raison. Lors des mondiaux en 2019, il s'était retiré afin de ne pas affronter ce même athlète israélien. Et plusieurs judokas iraniens avaient fait de même. À ce sujet, Nouri a déclaré à la télévision algérienne qu'ils avaient travaillé dur pour se qualifier au JO, mais que la cause palestinienne était plus importante. L'Algérie refuse toute reconnaissance de l'État hébreu. L'entraîneur national de l'équipe algérienne, Ammar Ben Heikil, a déclaré que c'était la bonne décision et qu'il refusait de normaliser les relations avec l'Israël. Preuve que les conflits liés à la Palestine persistent même lors de compétitions telles que les Jeux olympiques, qui sont censés véhiculer des valeurs de partage, de respect et d'unité. Merci Eva pour ces titres d'actualité plutôt passionnants qui touchent notamment le sport. Donc maintenant je vais passer la parole à Laetitia pour la revue de presse. Bonjour. Le 14 mai 1948, l'État d'Israël est créé et il est très rapidement attaqué par ses États voisins. Le conflit dure donc des années 1948 jusqu'à aujourd'hui et je vais vous parler de quelques actualités qui ont été mises en ligne ces derniers jours. Donc le 2 novembre 2021, Mouna El Mokhtari a publié sur le journal Le Monde, palestinienne sur LCP, 8 femmes palestiniennes en résistance pour protéger leur culture. Donc des femmes israéliennes et surtout palestiniennes d'ailleurs, pardon, font en sorte que leur culture ne soit pas assimilée par les Israéliens, comme par exemple la cuisine, les paysages et plein d'autres choses. Et il y a aussi des défenseurs des droits humains palestiniens qui ont été espionnés par Pegasus. C'est le titre de l'article qui a été publié le 9 novembre 2021 à 18h10 par Louis Humbert, un correspondant à Jérusalem. Et donc des traces de logiciels d'espionnage ont été découvertes dans les téléphones de militants palestiniens et qui ont été classés comme terroristes par l'État israélien. Et on n'a pas pour l'instant d'éléments de preuve concluants. Merci Laetitia pour ces informations. Donc avant de passer à la chronique d'Alexis sur ce thème, nous avons Roman qui nous propose une musique pour nous détendre entre deux.
Merci. Donc la première musique que je vais vous faire écouter s'intitule Belly Bee ou In My Heart. C'est une chanson interprétée en hébreu et en arabe par David Broza et Wissam Mourad, deux chanteurs israéliens et palestiniens très connus. Cette chanson est un symbole de paix et ce projet a été initié donc par David Broza. Il a donc décidé d'écrire et d'enregistrer cette chanson avec le groupe palestinien Sabrine. Donc les voix de David Broza et Wissam Mourad se mélangent, accompagnés d'un chœur de 2 enfants, chaque enfant provenant d'un côté du conflit. Très bien, merci Roman pour ce choix très pertinent. Nous allons maintenant passer la parole à Alexis qui va nous détailler plus précisément le sujet avec une chronique qui a l'air très complète. Bonjour. Donc en 2005, le célèbre street artiste Banksy a réalisé 9 peintures sur le mur de béton de la Cisjordanie qui sépare Israël et la Palestine. L'un de ces graffitis est intitulé The Armored Dove, la colombe blindée. Cette colombe blanche avec les ailes déployées qui tiennent dans son bec un rameau d'olivier symbolisant la paix. Mais paradoxalement, la colombe porte un gilet blindé et est visée par un pointeur rouge sur sa poitrine. Ici, donc, Banksy fait allusion au conflit israélo-arabe. La région de la Palestine est considérée comme sacrée pour les musulmans, les juifs et les catholiques. Les mouvements sionistes, suite à l'antisémitisme, cherchent à établir un État juif. Le Royaume-Uni est mandaté par les sociétés des nations pour administrer ce territoire, faisant des promesses aux Arabes et aux Juifs qu'ils ne pourront pas tenir. Créant un climat de tension entre les nationalistes arabes et les sionistes, le Royaume-Uni a saisi l'ONU. Après la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, les Nations Unies prévoient le partage de la Palestine avec la création d'un État juif, d'un État arabe et un statut international pour la ville de Jérusalem. Peut-on enfin imaginer au XXIe siècle une paix durable entre Israéliens et Palestiniens ? Ce conflit est une guerre sans fin avec des pauses, comme le résume si bien Elie Barnavi. Donc le conflit débute le 14 mai lorsque David Ben Gourion proclame l'État d'Israël. C'est la première guerre israélo-arabe entre l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et l'Irak. Pour les Juifs, c'est la première guerre d'indépendance et pour les Palestiniens, c'est le début de la Nakba, la destruction, catastrophe. 750 000 Palestiniens fuient. Et les conséquences sont que l'État arabe, prévu par les Nations Unies, est divisé par deux. Les deux territoires palestiniens sont la Cisjordanie, qui comprend Jérusalem-Est, et la bande de Gaza. Ensuite, il y a eu une deuxième guerre israélo-arabe, la guerre de Suez, en 1956. Ce conflit est déclenché par la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte, en Égypte, par la Palestine de Yasser Arafat. L'Israël et ses alliés, la France et la Grande-Bretagne, sont intervenus. Ce conflit s'est achevé sur un cessez-le-feu de l'ONU, mais sans véritable traité de paix. Ensuite, donc, il y a eu une troisième guerre israélo-arabe, la guerre des 6 jours, du 5 au 10 juin 1967. Cette guerre a été déclarée par l'Israël à la suite du blocus du détroit de Tyran par l'Égypte. L'Israël en a profité pour s'étendre en faisant la conquête du Sinaï, de Gaza et de la Cisjordanie, dont Jérusalem. Ce conflit s'est aussi conclu par un cessez-le-feu de l'ONU, mais sans traité de paix. Voulant ainsi récupérer les territoires perdus, les Égyptiens et les Syriens attaquent l'Israël en 1993. C'est la guerre du Kippour, qui est la 4e et le dernier conflit israélo-arabe. De plus, des mouvements nationalistes palestiniens émergent, comme le Fatah, dirigé par Yasser Arafat, qui forme l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, qui ont lancé des opérations contre l'Israël, donc depuis la Jordanie, d'abord depuis la Jordanie, puis depuis le Liban. Mais l'organisation palestinienne Septembre Noir ont fait des attentats contre des cibles israéliennes sur le territoire européen, dont la prise d'otages de 11 athlètes au JO de Munich en 1972 et leurs assassinats, par exemple.
Ensuite, donc, le conflit israélo-arabe se conclut par. Enfin, il y a eu beaucoup d'accords de paix, voilà, notamment le premier, c'est le 17 septembre 1978, avec les accords de Camp David, sous tutelle américaine qui fixe un cadre de paix. Il prévoit un retrait des forces civiles et militaires israéliennes de la Cisjordanie et de Gaza, ainsi que la reconnaissance du peuple palestinien. Ces accords sont complétés le 26 mars 1979 par un traité de paix entre l'Israël et l'Égypte. Ensuite, il y a eu les accords de paix d'Oslo en 1993 qui permettent donc la reconnaissance mutuelle entre l'Israélien et les Palestiniens. De plus, est prévue la mise en place d'une autorité palestinienne qui doit administrer la bande de Gaza et la Cisjordanie. L'OLP donc, renonce aussi à la violence et au terrorisme et reconnaît le droit d'Israël d'exister dans la paix et la sécurité. C'est un accord historique et reconnu mondialement puisque les trois protagonistes, Yitzhak Rabin, Simon Peres et Yasser Arafat, ont reçu le prix Nobel de la paix en 1994. En mars 2010, Joe Biden, en tant que vice-président, s'est rendu à Jérusalem pour relancer une négociation de paix qui était interrompue depuis un an. En parallèle, le Premier ministre israélien a annoncé la construction de 1600 logements sur le territoire palestinien occupé. Face à cette provocation, les États-Unis de Barack Obama ont appliqué leur droit de veto au Conseil de sécurité, avec plus précisément la résolution 2334, qui est historique, et qui exige de l'Israël qu'ils arrêtent toutes les activités de peuplement dans le territoire de la Palestine occupée, y compris Jérusalem-Est. Donc ça fait référence aux constructions de colonies. Ce conflit perdure, puisque la Palestine et l'Israël restent chacun sur leur position. Les Palestiniens doivent renoncer à la violence et reconnaître l'État d'Israël. Et de leur côté, les Israéliens doivent reconnaître un État palestinien avec le Hamas, lever le blocus de Gaza et les restrictions de circulation entre la Cisjordanie et Jérusalem-Est, accepter le retour des réfugiés, ainsi qu'arrêter la construction des colonies dans les territoires palestiniens, et enfin détruire le mur de sécurité érigé autour de la Cisjordanie, qui est notamment condamné par la Cour internationale de justice de la Haye. Mais l'arrivée au pouvoir de Donald Trump semble compromettre davantage les chances de paix. Il soutient les Israéliens, à l'inverse de Joe Biden, qui hausse le ton face à la colonisation en s'opposant fermement aux nouvelles constructions des colonies juives sur le territoire palestinien. Une des divergences irréconciliables du conflit palestinien, israélo-palestinien, reste la revendication de Jérusalem comme ville sainte par tous les protagonistes et, comme les déclare implicitement Banksy, la paix ne peut être faite qu'avec l'implication et la volonté de tous. Merci Alexis pour cette chronique très complète qui nous permet de mieux comprendre ce conflit si complexe. Donc je vais passer la parole maintenant à Monsieur Néré qui va procéder à l'interview. Merci. J'aurais donc besoin de quelques précisions, Alexis. Notamment, vous évoquez à juste titre, parmi les conflits israélo-arabes, le deuxième conflit israélo-arabe, celui qui correspond à la crise de Suez. Est-ce que vous pouvez nous préciser qui a décidé de nationaliser le canal de Suez ? Donc c'est l'Égypte de Yasser Arafat. Petite précision, il conviendra de retenir que c'est Nasser, c'est le président égyptien Nasser qui décide cette nationalisation. Yasser Arafat, lui, c'est un militant de la cause palestinienne. Pour l'anecdote, et pour faire un lien avec ce que vous avez dit, il faut savoir que Yasser Arafat est né en Égypte et donc certains considèrent qu'il est plus égyptien que palestinien. Mais ça, c'est pour la petite anecdote. Mais retenez bien, la crise de Suez, elle est liée à la volonté du président égyptien Nasser de nationaliser le canal de Suez pour avoir des revenus supplémentaires et pouvoir financer certains de ses travaux, notamment la construction du barrage d'Assouan. J'aurais besoin également d'une précision, Alexis. Est-ce que vous pouvez nous préciser la date de la guerre du Kippour ? Donc la date de la guerre du Kippour, c'est en 1973. Ok, voilà, très bien.
Vous avez tout à fait raison. 1973, c'est un nouveau conflit israélo-arabe. Je voulais cette précision pour que nos auditeurs ne se trompent pas. Comme il avait été dit 93, je souhaitais que ça soit corrigé, voilà, qu'il n'y ait pas de confusion dans les esprits. Est-ce que, par hasard, mais c'est une question de spécialiste, est-ce que vous connaissez l'origine de l'expression septembre noir? Vous expliquez à juste titre que à ce moment-là, les leaders de la cause palestinienne s'engagent dans des activités terroristes et notamment s'en prennent à des intérêts israéliens et également à des personnes, à des Israéliens à l'étranger. Je pense effectivement aux Jeux Olympiques de Munich. Ça a donné lieu effectivement à un bain sanglant. Est-ce que vous connaissez l'origine de cette expression septembre noir? Alors je vous l'indique, quand les Palestiniens ont quitté, les Arabes de Palestine ont quitté la région, ils se sont réfugiés dans les États environnants, notamment la Jordanie. En Jordanie, il y a un roi, et ce roi a eu le sentiment que son autorité était contestée par les Arabes de Palestine installés dans son pays. Et en septembre, un mois de septembre, il va y avoir le massacre de ces Palestiniens. Et en souvenir de ce massacre de Palestiniens, eh bien, le groupe a pris le nom de Septembre Noir. C'est une référence à ces événements. Et on voit que la cause palestinienne, elle est souvent revendiquée par les nations arabes environnantes, mais elle est également gênante, notamment lorsque les dirigeants des pays environnants ont le sentiment qu'ils déstabilisent la vie politique. La question se pose au Liban, la question se pose en Jordanie. Maintenant, des questions plus larges. Finalement, dans cette région du monde, pourquoi se bat-on? Quels sont les enjeux de conflit? Les enjeux de conflit, donc pour être simpliste, simpliste, ce sont des enjeux territoriaux. Ensuite, il y a des enjeux, comme je l'ai dit dans conclusion, de religion, oui. Parce que c'est donc deux peuples qui peuvent être assimilés à deux religions, même s'il existe des minorités dans ces peuples. Notamment avec Jérusalem, qui est bien le reflet de ça. Ensuite, quelques autres exemples. Il y a sur la question des réfugiés aussi, parce que oui. Question des réfugiés, et là aussi la construction des colonies. C'est un exemple précis, mais voilà. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ces enjeux sont multiples, hein. Il y a des enjeux territoriaux, il y a des enjeux culturels et religieux. Il y a également des enjeux de ressources, puisque malgré tout, il faut savoir qu'on a découvert de nouveaux gisements au large d'Israël et de Gaza, et que c'est aussi un enjeu. L'eau est un enjeu, notamment du côté de Gaza. Pour donner qu'un seul exemple, c'est également un conflit de nationalité, de nations, de peuples qui se disputent le même territoire. Donc il ne faut pas utiliser un seul critère pour essayer de comprendre ce conflit au Proche-Orient. Il faut multiplier les approches pour bien les comprendre. Je vous remercie pour cet exposé, pour vos réponses aux questions. Merci beaucoup pour ces précisions passionnantes. Donc avant de passer au billet de Louis, nous allons d'abord faire la deuxième musique proposée par Romane et elle va nous expliquer son choix. Le 26 août 2014, après 50 jours sous les bombes, une trêve était annoncée entre Palestiniens et Israéliens. Le lendemain, Medine, rappeur et homme engagé, nous offrait le clip de Gaza Soccer Beach, un hymne à la fraternité où il dénonce avec humilité et sans détour l'hypocrisie des gouvernements et des institutions internationales durant ce conflit. Le titre rend hommage aux 4 enfants palestiniens assassinés sur une plage de la bande de Gaza alors qu'ils jouaient au foot le 16 juillet 2014 par des missiles israéliens. Un vieux ballon sur une jeune poitrine, amorti du plastron dans le camp des armes. 4 défenseurs sans entraîneur, qui ne savent plus s'ils jouent à domicile ou à l'extérieur. En fin de match, aucun maillot ne s'échange, pour les mêmes raisons que Cristiano, la légende.
Soccer Beach, on joue la Coupe du Monde. Sous l'œil des journalistes, chacun son camp et la balle au centre. Leur tenue bleue et blanche porte l'étoile à 6 branches. Dernier vainqueur de la Coupe du Monde, on leur tient tête avec nos joueurs de 3e division. Mes frères et moi, et mon cousin aussi, ce qu'on veut c'est ressembler à Messi ou Mesut Özil. On rêve de recrutement de mercato, de revenir au bercail en héros pour jouer au Gaza Soccer. Merci Roman pour cette deuxième musique très engagée et touchante par son histoire. Maintenant, nous allons laisser la parole à Louis qui va faire le billet de reportage. Merci Louis. Donc merci à tous d'être intervenus aujourd'hui pour ce sujet qui reste quand même très complexe. Donc nous retiendrons que le conflit israélo-palestinien est loin d'être réglé. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine radio. Ok. Merci beaucoup Brice. Ouais, j'ai vu le moment où oui, on peut s'applaudir. J'ai vu le moment où vous nous faisiez la synthèse entière de la démonstration. Ouais, on peut arrêter.